Bonsoir patron, j'ai une question qui me tourne dans la tête depuis que j'ai vu un titre à propos d'ectogenèse. Bonsoir Camille, installe-toi et bois ton gingéal, nous allons prendre le sujet calmement. Je ne comprends pas ce que signifie exactement l'ectogenèse. Tu peux m'expliquer avec des mots simples? L'ectogenèse, c'est l'idée de faire grandir un être humain en dehors du corps d'une femme, dans un environnement contrôlé. Est-ce que cela existe déjà pour des humains? Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisation clinique chez l'humain, on parle surtout de recherche et de prototypes étudiés chez l'animal. Donc, on n'est pas en train d'ouvrir des usines à bébés demain matin. Non, on parle d'abord de soins possibles pour des prématurés très fragiles qui ont besoin d'un milieu adapté pour continuer leur développement. Quelle est la différence entre ectogenèse partielle et ectogenèse complète? L'ectogenèse partielle soutient la vie d'un fœtus après le début de la grossesse. L'ectogenèse complète couvrirait toute la gestation, du début à la naissance. Celle qui semble réaliste dans un futur visible, c'est la version partielle. Oui, parce qu'elle s'appuie sur un besoin médical précis, sauver des grands prématurés quand les méthodes actuelles ne suffisent plus. En quoi ce dispositif diffère-t-il d'un incubateur de néonatologie? Un incubateur aide un nouveau-né qui respire déjà. Un système d'ectogenèse partielle chercherait à reproduire un environnement liquide et protégé avant que les poumons soient prêts. Tu veux dire un liquide proche du liquide amniotique et une connexion par le cordon ombilical? Exactement, on imagine des canuts sur le cordon, une oxygénation adaptée, une température stable et une surveillance continue. Cela me semble très technique. Quels paramètres sont suivis? La circulation sanguine, l'oxygène, le dioxyde de carbone, la pression, la nutrition et des signaux qui indiquent la maturation des organes. Est-ce que la douleur ou le stress du fœtus sont pris en compte? Le but est d'éviter la souffrance en créant un milieu stable, mais la preuve d'une protection suffisante demande des études rigoureuses. Je me demande comment on sait si c'est plus sûr que les soins actuels? Il faut comparer les résultats. Par exemple, la qualité du développement pulmonaire et cérébral et le risque de complications à court et à long terme. Je suis preneuse d'une courte histoire claire pour situer le sujet. On peut rappeler que des équipes ont montré, chez l'agneau, un maintien dans un sac rempli de liquide avec une circulation extracorporelle pour mimer l'utérus. Ces travaux ne prouvent pas que l'on peut faire pareil chez nous. C'est bien cela? C'est cela. Ils montrent des possibilités et des limites. Il reste des inconnus avant d'envisager l'humain. Quelles sont les principales inconnues aujourd'hui? La sécurité, l'évitement des infections, la prévention des caillots, l'impact sur le cerveau et la preuve qu'on améliore vraiment la vie future des enfants. Qui déciderait d'autoriser un essai chez l'humain? Les autorités de santé d'un pays décidant, après avis d'experts, et les comités d'éthique examinent le protocole de très près. Est-ce que la loi change déjà à cause de cette idée? Pour l'instant, la loi s'adapte surtout aux questions sur les modèles d'embryons et sur la recherche. La clinique viendra après si la sécurité est démontrée. Cela touche aussi les droits des parents et de l'enfant, non? Oui, il faut penser au consentement, à l'intérêt de l'enfant et à la transparence sur les risques. On ne force jamais une famille à accepter une technique expérimentale. Je ne veux pas d'un débat agressif. Je veux comprendre la logique pas à pas. Très bien, on peut suivre un fil simple. Quel problème on veut résoudre? Quelle solution on propose? Quel risque on accepte et quel contrôle on met? Le problème, c'est que certains bébés naissent si tôt que leurs poumons et leur cerveau ne sont pas prêts. La solution envisagée est de prolonger un état proche de la gestation pour gagner des semaines de maturation. Le risque, c'est de créer d'autres dommages en voulant aider. Le contrôle, c'est un protocole étape par étape, des critères d'arrêt et une sélection très stricte des cas. Je veux creuser la technique. Quels matériaux et quels capteurs sont imaginés? Une membrane étanche, des circuits pour le sang, des capteurs de pression et de gaz, des pompes douces et des algorithmes qui ajustent en temps réel. Un tel système doit reproduire la douceur du ventre maternel, sans choc et sans bruit. On cherche une stabilité maximale, une lumière faible, une température constante et une réduction des manipulations. Qui surveille ce système en continu? Une équipe formée, avec un ratio élevé de soignants et un protocole qui prévoit des alertes précises. Est-ce que cela coûte cher?
Au début, ce serait coûteux, donc la question d'accès et d'égalité se pose immédiatement. Je veux parler d'éthique sans hausser le ton. On peut se demander si l'on protège la dignité de l'enfant à naître et si l'on évite toute pression inadéquate sur les parents. Certaines personnes craignent que cela modifie notre vision de la grossesse et de la maternité. Le soin d'un prématuré n'efface pas la valeur d'une grossesse. Il s'agit d'une réponse médicale à une urgence, pas d'un remplacement de la grossesse. Tu dis que la version complète reste hypothétique. Oui, car elle soulève bien plus d'inconnus biologiques, sociales et juridiques que la version partielle. Les gens confondent parfois science et fiction. Comment éviter ce raccourci? En précisant ce qui est démontré, ce qui est en test chez l'animal et ce qui reste spéculatif. Cela me rassure quand tu poses la ligne entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Cette ligne est notre meilleure protection contre les malentendus. Quels bénéfices concrets peut-on espérer si cela fonctionne un jour? Diminuer les lésions pulmonaires et cérébrales, réduire les handicaps à long terme et donner une chance supplémentaire dans des cas très limites. Comment prouve-t-on une réduction de handicap à long terme? Il faut des cohortes suivies pendant des années avec des critères neurologiques, moteurs, sensoriels et cognitifs mesurés de façon standardisée. Est-ce que les familles auront le temps de décider calmement? Les services doivent informer en amont, offrir un soutien psychologique et garantir un temps de réflexion compatible avec l'urgence. Je voudrais connaître les objections fréquentes. L'objection principale est de dire que l'on transforme la naissance en procédure technique. La réponse honnête est de rappeler le but thérapeutique limité à des situations extrêmes. Une autre objection vise l'argent et les priorités de santé publique. Il faudra prouver une utilité médicale réelle, sinon les budgets iront à d'autres priorités plus efficaces. Comment éviter la pente vers un marché privé inégalitaire? On l'évite avec une régulation claire, une évaluation publique et des garanties d'accès équitable si la technique apporte un vrai bénéfice. On parle beaucoup du mot dignité. Que recouvre ce mot ici? Cela veut dire que l'enfant n'est pas un objet, que chaque décision est prise pour son intérêt et que l'on protège sa vie future autant que possible. Cette idée touche aussi la place des femmes dans la société. Il faut s'assurer que cette recherche ne soit pas un prétexte pour minimiser le rôle des femmes et qu'elle reste une réponse médicale à une détresse. Est-ce que les professionnels de santé sont prêts pour une telle complexité? La formation devrait être longue, interdisciplinaire et contrôlée par des centres pilotes capables de publier des résultats transparents. Je veux un exemple de protocole étape par étape. Études animales avec critères robustes, validation des matériaux, simulation prolongée, comité indépendant et seuil d'arrêt si un risque inattendu apparaît. Qui contrôle que les conflits d'intérêts sont gérés? Les comités d'éthique exigent la déclaration des intérêts et des audits vérifient que le financement n'influence pas les décisions cliniques. Les médias aiment les annonces rapides. Comment parler sans exagérer? On doit dire clairement ce qui est une perspective et ce qui est une réalité, et corriger les titres trop ambitieux. Je sens que le public a besoin d'un langage simple et direct. Oui, il faut des mots clairs, des phrases courtes et des exemples concrets, sans jargon inutile. Je reprends, l'ectogenèse partielle veut prolonger une période de maturation dans un milieu liquide, contrôlé. C'est bien résumé, et la finalité est de sauver des vies quand les options actuelles sont insuffisantes. Quelles sont les limites physiques incontournables de ce type de système? La fragilité du cordon, la sensibilité aux infections, la coagulation et la difficulté à reproduire toutes les fonctions d'un corps maternel. Et sur le plan psychologique des familles, qu'observe-t-on? Une grande peur, un espoir prudent et un besoin d'accompagnement pour chaque décision, car rien n'est simple dans ces moments. Est-ce que des essais pourraient commencer demain s'il y avait un feu vert? Non, il faut des préparations longues, des équipes entraînées et une sélection de cas très stricte, donc un démarrage progressif au mieux. Le choix des mots compte beaucoup dans ce domaine. Oui, on évite les expressions spectaculaires, on reste précis et on protège la confiance des patients. J'aimerais savoir si le débat sur le statut de l'être en gestation extracorporelle avance. Le débat avance avec des arguments juridiques et médicaux, et aucune solution simple ne s'impose pour l'instant. Alors, on continue à réfléchir sans se presser.
C'est la meilleure attitude, avancer avec prudence et preuves solides. Tu peux me donner une liste courte de principes pour guider ce champ? Principe de précaution, intérêt supérieur de l'enfant, consentement libre et éclairé, transparence des données et équité d'accès si la méthode prouve son utilité. Quelles erreurs de communication devrions-nous éviter? Éviter de promettre des résultats, éviter de minimiser les risques et éviter de présenter des cas isolés comme une preuve générale. Le temps me semble central dans cette affaire. Le temps est central pour la maturation des organes et pour la décision des familles. Il faut donc prévoir du temps dans tout protocole. Je voudrais parler du suivi après la sortie. Il faut un plan de suivi sur des années avec des bilans réguliers et un soutien aux parents. Comment gère-t-on le deuil si cela se passe mal? Avec un accompagnement digne, une écoute attentive et la reconnaissance de la douleur sans détour. Est-ce que les soignants sont protégés contre une pression de résultats? L'éthique du service doit protéger l'équipe et empêcher toute course à la première mondiale. Tu parles souvent de données ouvertes. Pourquoi est-ce important? Parce que la confiance du public dépend de la qualité des preuves et de la possibilité de les vérifier. Est-ce que cette technique change le seuil de viabilité? Elle pourrait le déplacer dans certaines limites, mais la viabilité n'est pas qu'un chiffre, c'est un ensemble de conditions médicales et humaines. On peut donc éviter les slogans et s'en tenir à des évaluations complètes. C'est exactement la bonne méthode. Je voudrais une minute sur la prévention, car le meilleur soin, c'est d'éviter l'extrême prématurité. Prévention et suivi de grossesse restent essentiels, l'ectogenèse ne remplace pas la santé publique de base. Je me demande comment la société peut discuter sereinement de ce sujet. Avec des informations neutres, des témoignages sincères et des règles claires pour les essais et l'accès. Pour faire simple, peux-tu résumer en 5 points clairs? Le but est d'aider des prématurés extrêmes, la version partielle est la cible réaliste, la sécurité prime, la décision appartient aux familles bien informées et la société doit garantir l'équité. Un jour, on fera peut-être un épisode entier sur les aspects juridiques comparés. Ce serait utile pour montrer la variété des approches et ce qu'elles protègent. Je suis touchée par la manière dont tu restes posé sur un sujet sensible. La douceur est souvent plus efficace que la polémique. Si j'étais une maman dans cette situation, j'aurais peur et j'aurais besoin d'explications simples. C'est pour cela que nous parlons avec des mots clairs et un respect total des personnes. Le public se perd parfois entre progrès et promesses. Notre rôle est de séparer le progrès vérifié de la promesse non prouvée. Je pense aux enfants qui survivront grâce à des soins meilleurs. Nous devons travailler pour eux avec patience et précision. Certaines personnes craignent une pente vers des usages non médicaux. La régulation doit poser des limites strictes et maintenir la finalité thérapeutique. Parle-moi de l'équipe idéale pour un centre pilote. Néonatologue, infirmiers spécialisés, ingénieurs biomédicaux, biologistes, psychologues, éthiciens et responsables qualité. Comment s'assureront que chaque voix compte? Avec des réunions régulières, des décisions documentées et un droit d'alerte pour toute personne de l'équipe. Est-ce que tu vois un calendrier réaliste pour des évaluations sérieuses? Les évaluations exigent des années, il faut être honnête et accepter ce tempo. On oublie parfois les parents dans la technique. Les parents doivent être accompagnés pas à pas, avec des informations répétées et des moments d'écoute. J'aime quand tu dis que la prudence n'est pas un frein, mais une protection. Elle protège les enfants, les familles et la confiance du public. Peux-tu expliquer en une phrase comment on évite la confusion avec les incubateurs? Les incubateurs aident un bébé déjà né à respirer l'air, l'ectogenèse partielle maintient une gestation prolongée dans un milieu liquide. Comment éviter que ce sujet ne soit récupéré par des discours extrêmes? En parlant calmement, en reconnaissant les inquiétudes légitimes et en revenant aux faits. Je sens que tu tiens à la sobriété des mots. La sobriété rassure et laisse la place à la réflexion. Est-ce que la société est prête à soutenir une telle innovation si elle prouve son utilité? Elle sera prête si on garantit la sécurité, l'équité et la transparence. J'imagine un parcours du patient du premier jour au retour à la maison.
Il faut un plan clair, des objectifs mesurables et un relais en ville pour le suivi. Que réponds-tu à quelqu'un qui dit que tout ceci est contre nature? Nous utilisons la technique pour réduire la souffrance, c'est l'intention qui donne le sens. Tu restes très humain dans ta manière d'expliquer. C'est important, car ce sujet touche des vies fragiles. Je veux comprendre ce qu'on ferait si un signal de danger apparaît pendant le soin. On arrête la procédure selon des critères définis et on bascule vers les soins classiques si c'est plus sûr. Les critères doivent être écrits à l'avance. Oui, pour éviter les décisions au feeling dans la pression du moment. Comment prépare-t-on les soignants à annoncer des nouvelles difficiles? On les forme à parler avec clarté, honnêteté et compassion. Les chiffres peuvent rassurer, mais aussi perdre le public. On présente des ordres de grandeur et on explique ce qu'ils signifient dans la vie quotidienne. Je voudrais que tu dises en quoi cette idée ne doit pas faire oublier la prévention et le soutien aux femmes. La prévention, la santé des femmes et l'accompagnement de la grossesse restent prioritaires. L'ectogenèse n'enlève rien à ces priorités. Merci pour cette précision, cela me tient à cœur. C'est essentiel et cela doit rester clair. Pour terminer, donne-moi 3 phrases clés faciles à retenir. On cherche à aider des bébés en danger, on avance seulement avec des preuves et on respecte toujours les familles. Je bois une gorgée de gingembre et je me dis que tout cela demande de la patience. La patience est notre meilleur allié pour transformer une idée en progrès réel. Tu penses que l'on pourra refaire un épisode avec des cas concrets? Oui, des cas anonymisés qui montrent les dilemmes et la façon de décider sans pression. Je voudrais aussi inviter un juriste une prochaine fois. Ce serait très utile pour éclairer les différences entre pays. On pourrait répondre aux questions du public sans tomber dans la polémique. Nous pouvons le faire avec des règles simples et une modération attentive. Je me rends compte que ce sujet me touche plus que je ne l'attendais. C'est normal, il parle de fragilité, de soins et d'espoir mesurés. Est-ce que tu accepterais de résumer la soirée en 10 idées fortes? But médical précis, prudence, preuve, consentement, intérêt de l'enfant, suivi long, transparence, équité, langage simple et refus du sensationnel. Je te remercie pour la clarté et la douceur. Merci à toi pour les questions franches et la soif de comprendre. Un dernier point. Comment éviter de culpabiliser une famille qui refuse? On respecte le refus, on propose d'autres soins et on soutient la famille sans condition. Je trouve cette réponse très importante. Elle protège la liberté et la dignité des parents. Nous avons parcouru la technique, l'éthique, la société et les limites actuelles. Oui, et nous avons gardé l'esprit tranquille en posant des repères simples. Je crois que les gens retiendront que la version partielle vise un besoin vital et limité. C'est l'essentiel et c'est là que l'on doit juger la valeur de la méthode. J'aime quand tu dis que la preuve est la meilleure promesse. La preuve est un phare pour ne pas se perdre. Tu as répété plusieurs fois la notion d'équité, je comprends que c'est un pilier. Sans équité, un progrès médical devient une source d'injustice, donc ce point est non négociable. Merci patron, j'ai l'impression d'avoir posé des bases solides dans ma tête. C'est une bonne base pour continuer à apprendre sans crainte. Je voudrais que tu me rappelles la différence entre aide et promesse. L'aide est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des résultats connus, la promesse est ce qu'on espère faire demain si les preuves arrivent. Cette distinction calme mon esprit. Elle évite les déceptions et les emballements. Je te remercie pour ta patience ce soir. C'est un plaisir de partager un moment de savoir avec toi. Tu as une manière de mettre la bonne distance avec un sujet sensible. La bonne distance protège le vrai dialogue. Tu m'as appris plus que je ne l'espérais. Tu as posé les bonnes questions, c'est ce qui fait avancer. Je vais rentrer plus sereine. Bonne nuit et fais attention sur le chemin. Merci, et à bientôt patron. À bientôt Camille. Il se fait tard, je devrais rentrer, et je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je vous demande un service, pourriez-vous m'offrir un gingembre ce soir?
Je sais que vous m'écoutiez depuis tout à l'heure, et si cet échange vous a été utile, je vous en prie. Merci d'avance, vous pouvez faire un don avec le QR code en bas à droite de l'écran ou via le lien dans la description. Laissez un like, abonnez-vous et écrivez un commentaire pour me dire ce que vous voulez entendre ensuite. Vous trouverez aussi dans la description des liens vers d'autres séries totalement différentes. Merci beaucoup et bonne nuit, à très vite.